a plutôt choisi de vous amener l'équipe à la fin de la projection et d'organiser avec vous une rencontre, un débat, parce qu'on aura la chance d'avoir Miguel Courtois, le réalisateur du film, et également l'acteur espagnol Luis Tosar, qui est de renommée internationale et qui sera là ce soir pour parler d'Opération I. Il est également coproducteur du film, donc c'est un vrai choix du cœur pour lui. Et accompagné de Miguel, ils viendront répondre à vos questions à la fin de la projection. Donc je vous laisse découvrir le film et je vous donne rendez-vous dans 1h40 environ pour accueillir l'équipe du film. À tout de suite. Alors, ils ont choisi de venir vous présenter le film et de répondre à vos questions. Donc, c'est vous qui avez la parole. Il y a 2 micros dans la salle, il y en a un de chaque côté. Et je vous invite à les prendre. Moi, je me tourne vers Miguel et je vous demande comment est née l'idée d'Opération I. Comment est née cette idée? L'idée, au départ, c'est une idée du producteur à qui un jour m'a demandé si j'étais au courant de cette histoire. Au moment où on en a beaucoup parlé dans la presse, même en France. Et je lui ai dit que oui, bien sûr, j'étais au courant. Et il m'a demandé si je pensais qu'il y avait moyen de faire un film avec cette histoire. Et moi, à partir de là, j'ai appelé Antonio Onetti, qui est le scénariste avec qui j'avais déjà fait le logo égal. Et qui, à partir de l'Espagne, a trouvé beaucoup plus de documentation de ce qu'on pouvait trouver en France. Donc, au bout de 15 jours de s'être concentré là-dessus, il m'a rappelé en disant que je crois qu'on tient un sujet formidable, on peut écrire une histoire. Vous avez voulu que le film soit le plus près possible de la réalité. Oui, je crois que c'est important de dire que dans ce film, il y a 98% de choses qui sont absolument réelles, prouvées, vérifiées. Enfin, je veux dire, quasiment rien n'est inventé, à part qu'on a concentré en 1h15, 2h30 de la vie de cette famille, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont inventées. Et à quel moment Louis a rejoint le projet? Le film est au départ une production française. On part de la France et puis très vite on se rend compte que c'est un film qui est impossible à tourner avec un acteur français. Et donc très vite je me mets en contact avec mes amis espagnols et puis on se dit qu'effectivement ça peut être une production majoritaire espagnole. Et là évidemment on se dit que par rapport à ça il faut trouver un acteur espagnol. Et la chance qu'on a eue c'est que un des plus grands acteurs espagnols aujourd'hui nous est Lully. Et en plus, comme le film était, de par son sujet, un film un peu mixant, un peu compliqué, pas le marché attendait comme une évidence, il est rentré comme coproducteur du film. Je crois que sans lui, il n'y aurait pas ce film, donc on peut le remercier vraiment. Le film pour vous demander justement ce qui vous a séduit dans ce projet. Bueno, me atrajo básicamente que el personaje me parecía fascinante, el guión que había elaborado Onetti me parecía sencillamente redondo, perfecto para hacer una película, y creía sinceramente que era una historia necesaria, una historia de víctimas de las que nunca se cuentan. Siempre en general vemos este tipo de películas desde el punto de vista más político, desde el punto de vista más militar, siempre que se habla de un conflicto armado en cualquier parte del mundo. Y la historia de las víctimas, de los que a priori no tienen nada que ver con el conflicto, pero son finalmente los más vapuleados, casi nunca se cuenta. Entonces creía que era inevitable estar en un proyecto de este tipo. Alors, d'abord, le personnage m'a paru tout à fait fascinant. J'ai pensé également que le scénario de Onetti
était de grande qualité, c'est-à-dire qu'il avait toutes les qualités nécessaires à un scénario par rapport à un traitement absolument complet de l'histoire. Je pensais aussi que c'était une histoire qu'il était nécessaire de raconter, parce que généralement, quand on parle des conflits armés ou qu'ils se situent, on a toujours, si l'histoire est racontée, un point de vue qui est militaire ou qui est purement politique, et on ne parle jamais en fait des victimes, ces gens qui à un moment donné se sont trouvés là, et il m'a semblé que de ce point de vue-là, il était pour moi absolument inévitable de participer à un projet comme celui-ci. Alors, j'ai d'autres questions, mais je crois que quelqu'un a un micro, donc vous pouvez y aller. Allez-y, mademoiselle. Bonsoir. Je crois que je me pose la même question que la salle entière. Vous avez dit que le film il a été fait avec 98% de la réalité. C'est super fort ça. Et j'aimerais bien savoir, numéro 1, qu'est-ce que c'est de la vie de cet homme aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'il a fini en prison. Et après, savoir si lui, s'il avait eu la possibilité de parler avec lui et de vivre un temps avec lui pour s'inspirer du personnage. Bon, alors, quand on a décidé de faire le film, il est en prison. Donc, nous, c'était très compliqué de le rencontrer, parce qu'il était à la prison de la Côte à Bogota. Et c'était un problème administratif extrêmement complexe de pouvoir accéder à lui. Nous, quand on a fait le film, on a pris une position qui était une position d'auteur, qui nous engageait, qui était que on pensait que l'histoire qu'on vous a racontée était la vraie histoire. Mais il faut bien comprendre qu'au moment où on tourne le film, il est en prison et il est accusé de kidnapping, de participation à banque terroriste, enfin de choses graves. Donc c'est vrai qu'on avait, à ce moment-là, on pouvait imaginer le risque de se dire qu'on a fait un film sur un terroriste qui est un kidnappeur d'enfants. Quand j'ai terminé le mixage, au même moment, et je pense que le fait que l'équipe européenne soit venue tourner sur ce sujet-là en Colombie, un film sur ce personnage, a dû jouer quand même pour que les juges reprennent le dossier très vite. Les juges l'ont innocenté et l'ont libéré. Donc dans le fond, l'histoire qu'on raconte avec ce film, elle a non seulement le point de vue qu'on avait nous, qui était un risque à l'époque, mais depuis la justice colombienne nous a donné raison au film. Et je crois que ça c'est très important. Alors après 6 ans de prison, vous imaginez bien que cet homme il est dans une autre situation. Il a retrouvé en partie ses enfants, mais pas sa femme. Qui n'a pas pu, pour des raisons qu'on peut imaginer, attendre ce temps-là, dans ces conditions-là, parce que c'est quand même des choses très dures et très graves. Et voilà, non, c'est ça, j'ai répondu ou pas? Non, Louis, il ne l'a pas rencontré encore. On va le rencontrer la semaine prochaine. Louis va le rencontrer la semaine prochaine parce qu'il vient à Madrid pour la sortie nationale du film en Espagne. Et on l'a fait venir, sachant que lui, il est dans une situation où quand même sa tête est à nouveau mise à prix par les FARC. Et dans le contexte aujourd'hui où ça se passe avec les FARC, c'est pas très simple. Donc il a demandé que ce soit le plus discret possible, mais il va venir la semaine prochaine en Espagne pour 15 jours pour la sortie du film. Buenas noches. Mi pregunta va para saber cómo se documentó para la formación del personaje principal, si pudo tener algún contacto con él o con sus familiares. En fait, Madame repose la question un peu qui vient d'être posée, c'est-à-dire s'il y a eu pour la préparation du rôle la possibilité pour Luis Tosar de rencontrer le véritable héros de toute cette histoire ou d'autres personnes de sa famille. No, lo único que pudimos hacer, porque él estaba en la cárcel en ese momento, nuestro productor colombiano sí pudo entrevistarse con él, pero a nosotros ya no nos fue posible. Estábamos en una situación muy delicada en la que todavía se había celebrado el juicio, pero no había salido la sentencia. No sabíamos en el momento que rodamos si iba a salir culpable o inocente. Y lo que sí había eran vídeos de él, que
se podían ver de cuando él hizo la promoción del libro que escribió sobre la historia. Entonces, básicamente toda la documentación cercana a él consistía en leer el libro autobiográfico y luego ver los vídeos que había de él, desde lo único así, un poco que me pude surgir. De todos modos, tengo que decir que él y yo no nos parecemos en absoluto. Es decir, el Crisanto de la ficción de apariencia no tiene absolutamente nada que ver con el Crisanto real, porque decidimos crear pues, un personaje de ficción basado, inspirado en el real, que digamos pasa por los mismos lugares, pero se manifiesta de una manera muy diferente. Alors non, comme Miguel Courtois l'a dit, il était en prison au moment où on a travaillé à la préparation du film, où on a fait le tournage. Alors, cependant, le producteur colombien du film a pu le rencontrer et parler avec lui, mais à l'époque où on a commencé le tournage, il était encore en prison et le jugement n'avait pas été prononcé. On ne savait pas du tout s'il allait être jugé coupable ou innocent, mais il existait en fait des vidéos et des interviews qui avaient été faites au moment où il avait fait la promotion de son livre autobiographique qu'il avait écrit au moment où il était en prison. Donc c'était uniquement à partir de ces documents-là que j'ai pu, on va dire, m'approcher de lui. Il faut quand même ajouter que le personnage de Crisanto dans le film que je joue et le Crisanto de la réalité ne se ressemblent absolument pas. On a fait le choix de créer un personnage qui était un personnage de fiction, qui est inspiré d'une personne réelle. On a redonné des faits dans les lieux quasi où il s'était déroulé, mais en tout cas, on a un personnage qui est très très différent, qui est vraiment une construction de fiction. Alors, qui... Allez-y, monsieur. Disculpa, me gustaría saber cuál es la opinión de la prensa y del gobierno colombiano frente a este film. Alors, donc, monsieur, je voudrais savoir l'opinion de la presse et du gouvernement colombien sur le film. De momento no hay ninguna opinión manifestada. Bueno, de hecho la peli no se ha estrenado todavía en Colombia, se estrenará supuestamente el año que viene, a partir de febrero o marzo, y el gobierno no creo que haya tenido oportunidad, nadie del gobierno todavía de ver la película, o sea que no hay ningún pronunciamiento. Alors donc pour l'instant, on n'a aucune opinion déclarée. Il faut savoir que le film n'est pas encore sorti en Colombie, il va sortir l'année prochaine, entre février et mars. Je ne crois pas que quiconque au gouvernement ait eu la possibilité de le voir encore, donc pour l'instant, aucune opinion prononcée. Alors, tout en haut. Allez-y. Bon, étant moi-même colombienne, le film m'a paru très dur. J'imagine que une des fonctions de l'art, c'est de dénoncer la réalité. Mais franchement, je me demande qu'est-ce qu'on pourra faire pour ces 4 millions de déplacés. Ce film, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer, arranger la situation de ces 4 millions qui n'ont presque... Il y a tellement de monde à Bogota, je viens d'arriver, et même les Bogotaniens ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ma question et ma préoccupation de tout le temps. Je crois que ce qui m'a vraiment intéressé encore quand j'ai décidé de faire ce film, c'est qu'au-delà du problème colombien, le problème des déplacés, c'est un problème qu'on retrouve partout où il y a des guerres, où il y a
chose. Je pense que et ce film il a été présenté aujourd'hui un petit peu partout. On a eu la chance d'être sélectionné dans plusieurs festivals, aussi bien de Rio de Janeiro qu'en Suède ou en Pologne. Et des gens qui n'ont rien à voir avec la Colombie sont en empathie avec ce personnage, avec cette histoire. Pourquoi? Parce que profondément, je crois que le drame des victimes innocentes qui payent toujours à la place des gens qui décident pour nous, et qui là, en l'occurrence, dans cette histoire, en plus, se mettent des médailles, font croire que c'est eux qui connaissent l'histoire, alors que dans le fond, ils ne savent même pas ce qui se passe. Je crois que cette histoire, elle était en Colombie, mais elle était emblématique de quelque chose qui est universel. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a intéressé. Donc, les 4 millions de déplacés, on a dédié le film à ces gens-là, mais dans le fond, c'est à toutes les victimes innocentes dont on ne parle jamais et qui sont dans le fond, la plupart du temps, les vrais héros de l'histoire avec un grand H, tel qu'on nous la raconte. Et donc c'était bien pour une fois d'avoir une vraie occasion et une vraie histoire qui puisse remettre les pendules à l'heure. Et c'est une des vraies raisons profondes pour lesquelles moi, j'ai profondément eu envie de faire ce film. Au-delà de l'aspect purement colombien. Bueno, solo una cosita. Yo colaboro con ACNUR, que es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en todo el mundo, y Colombia es uno de los países donde más problemas tienen para intervenir, porque el gobierno colombiano siempre insiste en que eso es un problema doméstico y que ellos solucionarán. Entonces, bueno, respecto a tu pregunta, se me ocurre que una de las primeras cosas que debemos hacer probablemente en Colombia es intentar que el gobierno admita de una vez que es un problema que va un poco más allá de lo doméstico y que además hay organizaciones y observadores internacionales que están intentando echar una mano en ese sentido. Y si hubiese un poco más de transparencia y dejase un poco más a actuar a una organización como ACNUR, que ha actuado en multitud de conflictos a todo lo largo y ancho del mundo, pues quizás se podría mejorar un poquito la situación. Alors je souhaite juste ajouter une petite chose. Je collabore donc avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et pour répondre madame à votre question sur la Colombie. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que lorsque cette agence propose son soutien à la Colombie le plus souvent dit non en disant voilà, c'est un problème qui est purement national. Et je crois que ça, c'est un vrai problème, parce que une des premières choses, je crois, que l'on pourrait faire, c'est essayer de convaincre le gouvernement colombien qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème purement national, qu'il existe des organisations et des observateurs qui souhaitent apporter le soutien dans la résolution de cette crise, et que peut-être ça serait bien de les laisser intervenir. Alors, je crois qu'en haut à gauche, allez-y, monsieur. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y a eu une réaction de Clara Corpas à cette histoire. Clairement, quand on a commencé à tourner le film, elle n'était pas très positive sur le projet. Je crois qu'elle avait très peur qu'on raconte son histoire à elle, et on a eu beau lui expliquer que ce n'était pas du tout le cas. Elle était plutôt hostile à qu'un projet se passe, voilà. Pour plein de raisons. Je ne vais pas évoquer ici parce que dans le fond, elles appartiennent aussi
bonsoir. La première question, pour vous dire tout d'abord que le film m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé très, très, très bien. C'était pour demander s'il est dangereux de tourner dans les pays dans lesquels vous avez fait vos tournages, tel que le Tchad, vous disiez à l'instant, ou là en Colombie. Je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est beaucoup plus. Objectivement, c'est plus dangereux d'être à Monaco, mais une fois qu'on a dit ça, tout est relatif. C'est-à-dire qu'en Colombie, par exemple, on était moins en danger qu'en Afghanistan, et en Afghanistan, de certaine façon, moins qu'au Tchad. Donc, voilà, je vais pour le mieux. Et on n'est jamais l'équipe d'un film en danger réel. Moi, je pense que quand on raconte des histoires vraies tirées de faits réels, c'est important, je crois, pour le spectateur de sentir qu'il y a une forme d'honnêteté, de sincérité, où on est dans les vrais décors, dans les vrais endroits, et on se rapproche le plus possible de ce qu'on raconte. On n'est pas en train de tricher avec les spectateurs et avec ce qu'on raconte. Donc c'est normal et légitime qu'on se rapproche le plus possible, mais bien entendu, on ne se met pas dans des conditions où absurdement on se mettrait en danger, et on mettrait en danger une équipe et des acteurs. Ça n'arrive pas. Maintenant, si on considère que le danger pour un cinéaste, c'est d'être dans des situations qui ne sont pas confortables, alors oui, je suis un petit peu devenu spécialiste. Bueno, soy colombiana y casi me salgo al comenzar la película. Gracias por haberte quedado. ¿Qué? Gracias por haberte quedado. Alors, la colombienne, elle est pratiquement sortie au début du film, et Miguel Cortol lui dit merci d'être resté. Después de la película, en su trayecto, pues suspende la escena sobrecogedora, que es el grito del parto y como la selva, y ya la película rueda con más fluidez y ya pasa como la angustia del primer momento. Et donc ensuite, je suis désolée, le son est très 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 mauvais, il y a beaucoup d'écho. En tout cas, donc petit à petit, cette première impression, voilà, le film va démarrer, il va y avoir ce cri, il va y avoir cet accouchement qu'on entend, puis petit à petit, voilà, les choses deviennent plus fluides et on sort de cette première impression. Les quiero decir que la realidad es más sobrecogedora que lo que muestra la película, sobre todo por el lado del paramilitarismo. La pregunta es, ¿hubo contactos con Clara Rojas respecto de su hijo, de su forma como sucedieron las cosas y que de pronto la película tan crudamente? Bueno, hubo un contacto en realidad casi posterior, o sea, primero hubo un contacto jurídico con respecto a lo que se podía contar sobre la historia de Clara Rojas y Manuel. Realmente no había ninguna obligación con respecto a ella, porque todo lo que nosotros contamos en la película es algo que se ha contado, que ella misma lo ha publicado y que se ha contado en todos los medios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros contamos nuestra historia, y la historia es la que empieza después, a partir de RD y su historia con la familia de Cris Sanso. Y después sí que hubo un contacto posterior para tener a Clara, digamos, que fuese consciente de la película que se había hecho, se leyó el guión para que ella estuviese tranquila, digamos, con la historia que se estaba contando, porque es verdad que ella, aparte de escribir un libro sobre su historia, ella también tiene un proyecto cinematográfico. Entonces creo que parte, digamos, de su recelo venía por ahí, pues si estábamos contando la historia de su cautiverio, ¿no? Y como habéis visto, no se cuenta la historia de Clara Rojas al final. Alors, une question sur contact ou pas avec Clara Rojas, pardon. Donc évidemment, il y en a eu des contacts au départ, des contacts qui étaient juridiques d'abord, sur ce qui pouvait être raconté de son histoire ou pas dans le film. Je le redis, on n'avait aucune obligation de faire ça, puisque de toute façon, tout ce qui est dit sur Clara Rojas dans le film est quelque chose qui est du domaine public et qui avait déjà été raconté maintes et maintes fois, ou des images vues également maintes et maintes fois. Mais de toute
façon, c'est vrai qu'il y a eu des contacts aussi a posteriori pour qu'elle soit consciente de ce qui avait été fait. Il faut savoir qu'en plus du livre qu'elle a publié, elle a aussi un projet cinématographique quant à sa propre histoire. Donc je pense que c'est sans doute pour cela qu'elle n'était pas extrêmement favorable au projet, mais en tout cas voilà, l'histoire s'arrête là. On n'a pas du tout, et vous l'avez vu, ce film ne parle pas de la captivité de la Borrachie. Bien. Écoutez, merci beaucoup. On va conclure cette question.